Un développement du Bitcoin veut dire, si j'ai raison, que la grande victime, ce sera les systèmes bancaires. C'est la première fois qu'on a une monnaie qui soit fondée ni sur l'or, ni sur l'État. Comme l'État français va sauter, elles vont toutes sauter, on va se retrouver sans retraite et sans assurance. Aujourd'hui, la France est gouvernée depuis 40 ans contre les entrepreneurs et contre les épargnants. Mais systématiquement, presque philosophiquement. Et vous vous retrouvez avec une tentative de faire un gouvernement mondial mené par des élites, qui était le vieux rêve communiste. Si vous avez des enfants, vous êtes mariés, vous avez des enfants, etc., vous devez vous barrer. Pourquoi veut-on transformer la France en pays de crétins? Je sais pas. Il me semble qu'une fois qu'on a travaillé pour le gouvernement du début à la fin de sa vie, on n'a qu'une retraite. On n'en a pas besoin de 14. Le but du keynésianisme, c'est d'arriver à l'euthanasie du rentier. Donc empêcher les rentiers. Ces crétins de keynésiens pensent que la consommation est à l'origine de la croissance. Ce qui fait que si vous embauchez 200 000 fonctionnaires, le PIB va monter et vous pourrez dire fièrement en français, je vous ai protégé contre une récession. C'est ce qu'a fait ce couillon de Sarkozy. Le rêve de tous ces hommes au pouvoir là-haut, c'est le ticket de rationnement. Sarkozy, Hollande, et avec Hollande on croyait qu'on avait touché le plus bas, parce que chacun est pire que le précédent. Et on n'y est pas, donc il creuse encore. Vous, président, ça serait quoi la première chose que vous feriez au pouvoir ? Bonjour à tous, aujourd'hui on est en compagnie de Charles Gave. Bonjour. Et chez Charles Gave, comme vous pouvez le remarquer. C'est quelque chose pour nous quand même, après toutes ces années à regarder votre contenu, de pouvoir se retrouver aussi derrière la caméra avec vous et pouvoir discuter, ça va être sympa. Très heureux de vous avoir. Et en plus, on va pouvoir avoir ton avis sur le Bitcoin, sur la situation de la France, du socialisme en France. Et on a plein de choses à voir ensemble. J'espère qu'on aura le temps. On voulait commencer rapidement avec une citation de Milton Friedman, qui a dit que la monnaie est une chose trop sérieuse pour en laisser le contrôle à des banquiers centraux. Il a bien raison, cet homme, oui. Je le connaissais bien. On pense aussi. Oui, je le connaissais bien. Alors, j'avais une discussion avec Milton Friedman il y a longtemps, et j'avais dit qu'est-ce que vous avez contre l'État loi? Alors il disait on peut faire mieux. Alors j'avais dit c'est quoi mieux? Parce que quand on regarde les banques centrales, c'était pas très convaincant, quoi. Il m'a dit mais non, ce qu'il faut faire c'est programmer comme un ordinateur pour qu'il augmente la masse monétaire de la banque centrale, la base monétaire, de 3% par an, puis le fermer à clé, jeter la clé au fond du Pacifique et fermer toutes les banques centrales qui servent à rien et laisser le marché se démerder avec une augmentation de 3% de la monnaie. Or c'est assez rigolo parce que c'est exactement le Bitcoin, finalement. Si vous voulez, une espèce de croissance programmée de la croissance monétaire, mais sans qu'il y ait intervention humaine. Et donc, c'était un homme assez étonnant parce qu'il réfléchissait à la notion de monnaie et il est arrivé à la conclusion que ce que dit Musk, qui est intelligent, c'est que la monnaie, c'est le système d'exploitation, le operating system du système capitaliste. Le sang de l'économie. Oui, et donc, exactement. Et donc, si vous regardez à droite, vous avez l'or et les valeurs de production, quoi, le système capitaliste. À gauche, vous avez les monnaies qui ne sont que des conventions, qui n'ont pas de valeur. Mais n'ayant pas de valeur, elles servent à mesurer les prix dans le système de production. Donc, il faut que le système de gauche soit neutre, sinon il faut en l'air le système de production parce qu'il y a plein de faux signaux qui sont envoyés. La monnaie n'a un intérêt que si les signaux qu'elle donne sont les bons. Si les taux d'intérêt, les taux de change sont faux, les gars à droite, ils peuvent rien faire de bon. Donc, le vrai problème, si vous voulez, c'est qu'on a un système complètement décentralisé à droite, le système de production, qu'il faut déréguler au maximum, et un système à gauche de monnaie qui ne peut pas être dérégulé puisqu'il n'y a pas de gain de productivité dedans, qui doit être ou contrôlé ou automatique. Et c'est quoi les problèmes de notre monnaie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle produit comme vraiment effet négatif? Vous avez des photos de change. Par exemple, l'euro, c'est un photo de change, tout le monde le sait. Taxation record. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale. Inflation galopante. En 2 ans, les produits de grande consommation ont augmenté en moyenne de 21%. Logement hors de prix. Les prix de l'immobilier ont triplé ces dernières années. Corruption généralisée. Désindustrialisation. Effondrement des services publics. Et certaines dépenses de santé seront moins bien prises en charge. Surveillance de masse.
et contrôle social. La loi sur les Jeux olympiques autorise désormais que des centaines de caméras soient reliées à un logiciel d'intelligence artificielle. L'État est en faillite et il vient pour votre argent. Il est temps d'épargner dans une monnaie qu'ils ne peuvent ni imprimer ni saisir. Depuis 2013, Bull Bitcoin s'attaque à la racine du problème, le système fiat. Bull Bitcoin te fournit les moyens de reprendre le contrôle de ton argent et de regagner ta liberté. Crée-toi un compte en 2 minutes sur leur plateforme et commence à épargner en Bitcoin. Si tu tiens à ton avenir, c'est maintenant qu'il faut agir. Quand ils viendront prendre tes actifs ou renflouer leur Ponzi, il sera trop tard. Utilise le lien en description et profite de 25% de réduction sur les frais d'achat et de vente à vie. Numéro 1 du monde, vous vous rendez compte? La France a 70% de fonctionnaires pour 10 000 habitants de plus que l'Allemagne. Ceux qui payent ces fonctionnaires, c'est le secteur privé. Donc le coût du siège social France est plus élevé que le coût du siège social Allemagne. Donc la façon dont les entrepreneurs s'en sortaient dans le temps, c'est qu'on dévaluait le franc français petit à petit pour payer les fonctionnaires français qui sont plus nombreux en monnaie de singe, ce qui était normal puisqu'ils étaient plus nombreux. Donc on les payait en monnaie de singe, et comme ça protégeait les entrepreneurs français. Mais à partir du moment où vous bloquez le taux de change, les fonctionnaires français sont payés en vraie monnaie, et la variable d'ajustement devient les profits des sociétés françaises, et on assiste à la désindustrialisation. C'est pas possible autrement. Et la même chose est maintenant en train de se passer avec l'Allemagne, qui est en train de se désindustrialiser à toute allure, parce que elle est bouffée par la Chine. Comme nous, on a été bouffés par l'Allemagne, les Allemands sont en train de se faire bouffer par la Chine et le Japon. Et moi, du coup, ce que j'en retiens, c'est d'une certaine façon, il faut séparer la monnaie de l'État. Il faut lui retirer ce pouvoir monétaire. Vous, de votre vision, vous séparez la monnaie de l'État, donc c'est-à-dire réduire le pouvoir de l'État, jusqu'où est-ce qu'il faut... C'était très intéressant. Si vous voulez. Les Allemands avaient trouvé la solution grâce aux Anglais, parce qu'en 45-46, les Anglais, dans leur loi fondamentale allemande, avaient exigé que la Bundesbank soit constitutionnellement indépendante. Donc, et je crois bien que les membres du conseil d'administration de la Bundesbank qui votaient, c'était un peu comme la Cour suprême aux États-Unis, si vous voulez, ils étaient sélectionnés, puis ensuite ils étaient inamovibles, quoi. Et je crois qu'ils étaient responsables sur leur bien propre. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient rien à foutre de l'élection qui arrivait la semaine prochaine, c'était pas leur problème. Et quand le dollar a quasiment sauté dans les années 70, c'est la Bundesbank qui a pris le contrôle des taux longs dans le monde entier. C'est eux qui sont devenus le gardien du temple, en quelque sorte. Donc c'était le coût du capital à long terme était déterminé par la Bundesbank. Et ça énervait énormément les Américains, parce qu'ils ne contrôlaient plus, quoi. Le temps long. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, les Américains et les Français ont créé l'euro pour se débarrasser de la Bundesbank. Vous croyez peut-être que l'euro avait été créé pour créer un État européen. C'était comme ils étaient constitutionnellement indépendants, la seule façon de supprimer la Bundesbank, c'était de la mettre dans quelqu'un au-dessus d'elle qui avait une position hiérarchique supérieure. C'est ce qu'ils ont fait, et depuis, les Américains sont bien à faire toutes les conneries monétaires auxquelles ils nous avaient habitués, quoi. Ok, c'est intéressant. Et on a préparé une petite citation d'Hayek, de Friedrich Hayek cette fois-ci, que je vais traduire parce que mon anglais est plus que douteux. Par un moyen détourné et sournois, il faut introduire quelque chose qu'ils ne peuvent pas arrêter. Est-ce que selon vous, Bitcoin, pour revenir sur notre sujet, n'est pas cet objet que personne ne peut stopper, que personne ne peut manipuler, et contrairement à l'or qui a été manipulé et qui a été accaparé par les banques centrales, est-ce que c'est de là que pourrait venir notre salut à nous? Alors, le Bitcoin, c'est un truc extrêmement intéressant parce que l'une des fonctions de la monnaie, c'est la réserve de valeur. Et la réserve de valeur, si vous voulez, c'était soit l'or parce que c'est rare, c'est la valeur de rareté, c'est rare, ou bien alors une valeur peut venir de quelque chose qui est très efficace. Donc c'est les deux notions. La valeur peut venir soit de la rareté, soit de l'efficacité. Et ce qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est une tentative de créer une monnaie qui sera basée sur une valeur de rareté, mais ce qui est fondé sur l'assentiment de tous ceux qui l'utilisent, de façon complètement décentralisée. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a une monnaie qui soit fondée ni sur l'or, ni sur l'État.
Et donc, son succès va dépendre de son acceptation. Le consensus social. Du consensus, est-ce que les gens vont accepter de l'utiliser? Et probablement, plus il sera utilisé, plus sa volatilité baissera vis-à-vis de celle de l'or. Donc, l'idée que je me fais, je ne suis pas certain d'avoir raison, bien sûr, c'est que le Bitcoin doit être dans un cône de volatilité qui va se rétrécir au fur et à mesure que le temps passe pour finir, si c'est accepté par tout le monde, par la volatilité de l'or. Et à ce moment-là, il montera plus, quoi. Enfin, il fera comme l'or, quoi. Il sera comme... Parce que je me tue à dire aux gens, c'est que vous me dites que, par exemple, le marché de New York est beaucoup monté depuis 10 ans, je sais pas quoi. Je leur dis, ouais, il a beaucoup monté, mais vous le mesurez comment? Et ils me disent, en dollars. Mais je leur dis, si vous mesurez le marché de New York en or, il n'est pas monté depuis 70 ans. Il est au même niveau qu'il y a 70 ans. Donc, ce qu'on a eu, c'est pas une hausse du marché, c'est une baisse de la valeur du dollar. Mais les gens transfèrent pas en disant « j'ai gagné de l'argent ». Tu n'as rien gagné du tout. Si tu as gagné les dividendes. Ça, les dividendes, c'est vrai, vous les avez touchés. Mais la valeur du capital n'est pas plus haute qu'elle était en 70. Ok. Donc, selon vous, on pourra observer vraiment une sorte de finitude, de complétion. Le phénomène d'adoption de Bitcoin sera terminé quand la volatilité face à l'or aura diminué. Voilà. Ce sera la même que celle de l'or. Ok. Mais si Bitcoin venait à aller plus loin que l'or et être vraiment une monnaie en fait qui est utilisée, est-ce que l'or peut être utilisé si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui on peut pas vraiment utiliser l'or dans nos échanges communs. Si si les affaires vont mal et que vous avez besoin de nourrir une famille de 4 personnes, dans tous les pays du monde, vous arrivez avec une pièce d'or et vous nourrissez votre famille pendant une semaine. Hein. Dans tous les pays du monde. Donc, à mon avis, il faudra du temps avant que le paysan au fin fond de la Chine, peut-être pas en Chine parce qu'ils sont déjà dessus, mais peut-être au fin fond du Vietnam ou je sais pas quoi, accepte du Bitcoin plutôt que de l'or. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Le Bitcoin, c'est pratique parce que vous voyagez avec, c'est pas difficile à porter, c'est que des 0 et des 1 dans un ordinateur, mais en même temps, ça n'a pas le même appel. Et en même temps, juste pour aller un peu plus loin, mais si on regarde aujourd'hui comment beaucoup de pays d'Afrique commencent à réussir à s'inclure dans l'économie mondiale, quand ils le font, c'est pas en recevant de l'or, mais ça va être en recevant notamment des crypto-monnaies, que ce soit de l'USDT ou ce genre de choses. Et Bitcoin peut s'inclure là-dedans. Et je me dis, en plus, souvent, c'est des régimes qui sont assez durs. Et déjà, ils leur imposent de temps en temps des monnaies numériques de banque centrale. Et de là, alors laisser prendre de l'or à voir, mais c'est toujours possible. Et je me dis, Bitcoin, il a peut-être plus sa place. Si vous voulez, le Bitcoin, c'était pratique parce que vous mettez plein de Bitcoin dans votre clé et puis vous filez à Dubaï et puis vous les déchargez là, c'est du dollar et vous avez sorti l'argent que vous vouliez du pays. Donc, c'est une merveilleuse façon pour ne pas avoir à faire passer votre argent par le système bancaire. Vous pouvez envoyer de l'argent au Pakistan en envoyant un Bitcoin, j'en sais rien, sans qu'aucune banque ne soit au courant. Donc, ça vous protège parfaitement contre le système bancaire. Donc vous faites l'impasse sur le système bancaire. Donc un développement du Bitcoin veut dire, si j'ai raison, que la grande victime, ce sera le système bancaire, qui touche du pognon dans tous les sens quand vous faites une transaction, etc. Maintenant, est-ce que ça deviendra, vous savez, réserve de valeur? Et le vrai problème de Bitcoin, c'est est-ce que ça ne deviendra jamais un standard de valeur? Parce que ça bouge tellement. C'est difficile. Ça peut être un outil de réserve de valeur, oui, très bien. Ça peut être un standard de valeur. Une réserve de valeur, peut-être, mais le standard de valeur, avant que ça soit stable, ce truc, ça prendra quelques années. Hein. Bien sûr. Donc, on arrivera peut-être à mesurer la valeur du Bitcoin en or, qui serait la chose logique. Oui. En fait, le Bitcoin ne montre que s'il fait mieux que l'or, quoi. Et du coup, d'un point de vue des États qui sont en train de se positionner d'une certaine façon par rapport à cette espèce d'ovni qui apparaît depuis une quinzaine d'années. Comment vous pensez que les États vont se positionner? On voit certains pays, alors il y a d'un côté les pays comme le Salvador qui l'adoptent, et puis il y a des pays comme, on a vu le Nigeria, je crois qu'il y a eu le Vietnam à un moment qui l'ont interdit. Comment est-ce que vous pensez que les États vont réagir? Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes dans un pays qui fait ce qu'on appelle le cours forcé sur sa monnaie, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, il est évident qu'ils doivent interdire
Le Bitcoin, quoi. C'est la seule façon qu'ils ont de se protéger. Donc le Bitcoin, c'est un machin qui vous permet, vous passez non seulement vous pouvez passer des banques, mais aussi ça vous permet de tourner toutes les des machins sur les législations d'échange, quoi. Et du coup, pour transiter vers un autre sujet, comment est-ce que vous pouvez expliquer assez simplement, je sais que vous avez des belles métaphores pour ça, nos auditeurs, pour suivre la géopolitique mondiale, en fait, comment essayer d'évaluer un petit peu tout ce bazar ambiant, sans trop se faire des nœuds au cerveau. Vous parlez parfois de suivre où va l'or. Est-ce que, par exemple, suivre où va le Bitcoin, par exemple, on voit que... Mais ça, on ne sait pas où il va, mon pauvre ami. Parce qu'il est là où est le type qui a le Canada dans sa poche est. Donc, par définition, le Bitcoin, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous ne savez pas où il est. Si vous le saviez, il ne serait pas intéressant. On peut quand même commencer à avoir une idée, en tout cas. Genre, déjà, avec les ETF aujourd'hui américains, vous pouvez savoir qu'il y a des gens qui ont 1 million qui sont là-bas. Vous pouvez en avoir ça, qui est là-bas, etc. Mais même, vous ne savez pas qui sont les acheteurs des ETF. Oui. Bah après, donc, si les ETF, c'est acheté par une banque, la banque saoudienne, ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont en Arabie Saoudite. Donc, à partir du moment où c'est complètement dématérialisé, par définition, vous ne pouvez pas savoir où il est. Mais après, ouais. C'est impossible. Je suis d'accord, mais après, il y en a beaucoup maintenant qui en profitent aussi de le rendre public. Par exemple, quand on voit des entreprises comme MicroStrategy qui jouent sur ce fait aussi, d'ajouter dans sa trésorerie... pour essayer que les gens achètent leurs titres, etc. Oui, mais comment vous le savez qu'ils les ont, vous vous l'espérez, quoi. Je fais un tout petit peu confiance à la finance traditionnelle pour que les bilans comptables soient vrais. Voilà. Mais c'est vrai que je fais confiance. Voilà, dès le moment où vous faites confiance, à ce moment-là, si vous voulez, vous sortez de l'épure, parce que vous allez vous faire plumer. Mais normalement, si vraiment on commençait à avoir un gros doute, il devrait être en capacité de donner une preuve de réserve qui est possible aussi avec un actif comme Bitcoin. Oui, c'est possible, mais il va rester combien de temps là? Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils les ont pas empruntés 5 minutes avant, qu'ils vont les mettre au moment où vous faites votre audit et puis qu'ils sont partiront le lendemain matin? Vous pouvez pas savoir où est le Bitcoin, c'est justement pour ça que vous voulez en avoir. Ouais, vous êtes lucide dessus. On voulait du coup transiter quand même vers un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, parce que c'est vrai que, au-delà du sujet Bitcoin qui nous intéresse... Mais c'est très intéressant, le Bitcoin. Ouais. Je ne fais pas du tout attention, je ne fais pas l'intérêt. Les autres coins ne m'intéressent pas du tout, mais le Bitcoin, c'est une tentative de création de monnaie par le secteur privé anarchique. Et ça, c'est très intéressant. Effectivement. Et justement, pour rebondir là-dessus, nous qui sommes libéraux j'ai l'impression, de naissance... Oui, on est libéral. Ou en tout cas peut-être qu'il y en a qui le deviennent, mais on a l'impression, on a en tout cas le sentiment, et je te laisserai peut-être poursuivre parce que c'est toi qui avais un petit peu plus travaillé cette question, mais qu'aujourd'hui l'Occident est devenu, l'Occident, ce qu'on considère comme l'Occident, est devenu plus socialo-communiste que l'Est, ce qu'on a tendance à pointer du doigt comme étant socialiste, que ce soit la Chine, l'Inde, la Russie, l'Asie du Sud-Est, de manière générale. En fait, ça... Vous aviez fait notamment, vous aviez repartagé, alors je ne sais pas si c'était Emmanuel ou vous, mais une discussion qu'avait eu votre fils, Louis, où il parlait notamment des faillites, de la comparaison du nombre de faillites qu'il y avait entre, d'une part, l'Occident et de l'autre part, la Chine. La Chine, on avait l'impression que c'est un pays darwinien, la Chine. C'est ça. Où on la création destructrice, ils y vont vraiment. Exactement. Et ça nous a vraiment interrogés. On s'est dit, est-ce qu'on s'est fait avoir? Est-ce qu'en fait, on nous ment, on vit vraiment, nous, dans le socialisme? Mais on est... c'est pas qu'on soit tombé dans le socialisme, parce que le socialisme, il avait une certaine noblesse. Là, on est tombé dans le capitalisme de connivence. C'est-à-dire, on est tombé... En fait, ce que j'ai essayé de montrer dans mon avant-dernier livre, qui est La vérité vous rendra libre, c'est qu'à la chute du mur de Berlin... Le communisme, c'était l'empire du mal. On est passé de l'empire du mal à l'empire du mensonge. C'est-à-dire que, finalement, ceux qui ont battu, les Américains qui ont donc battu l'empire du mal, là, les gars qui l'ont battu ont finalement adopté la façon de penser des gars qu'ils avaient battus, et vous vous retrouvez avec une tentative de faire un gouvernement mondial mené par des élites, qui était le vieux rêve communiste. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans l'empire du mensonge. Mais le maître du mal et le maître du mensonge, c'est le même maître, c'est le diable à chaque fois, quoi. Donc, on a vraiment, aujourd'hui,
un régime du mal qui est... vous sentez le mal qui est partout. Et le mal, c'est toujours d'essayer de nous massifier et d'éviter l'individu. Je veux dire aux gens, c'est que la base de notre civilisation, c'est que l'individu... Toutes les civilisations cherchent la survie de la tribu. La nôtre, elle cherche le salut individuel. Et c'est de là deviennent tout pourquoi on est complètement différents. Et eux, ils cherchent encore une fois la survie de la tribu et la domination d'une tribu sur une autre. Donc, si vous voulez, pour moi, si j'ose dire, un gars comme Attali, c'est l'horreur absolue, parce que son rêve, c'est d'avoir un gouvernement mondial dont il serait un des conseillers, alors que ça ne peut pas exister, puisqu'il n'y a de bonheur qu'au niveau le plus bas possible. Donc, faut être le plus bas possible. Donc, ce que j'ai de dire, c'est qu'il y a une tentative de prise de contrôle du monde par les Bill Gates de ce monde, et qui ont acheté les gouvernements, qui ont acheté les banques centrales, etc. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on n'est plus en démocratie. Vous votez, puis vous avez le résultat exactement inverse. Les Français votent contre la Constitution européenne, et on leur dit, mais on n'en a rien à foutre, vous l'aurez quand même. Et est-ce qu'en Chine, on est vraiment aujourd'hui dans un socialo-communisme, ou est-ce qu'on a plutôt vrillé vers une sorte d'État fasciste, en fait, qui possède les terres, les moyens de production, et qui en fait qui les possède, ça dépend, parce qu'il y a aussi d'énormes fortunes individuelles en Chine. Mais ils sont coupés la tête. Ce que disent, quand vous parlez avec des Asiatiques, ils vous disent, il y a trois endroits où la liberté peut s'exercer. Vous avez le domaine social, la famille, l'éducation des enfants, etc. Bon, très bien. Vous avez le domaine économique, vous créez des entreprises, vous embauchez des gars, vous les virez. Et le domaine politique. Et donc, Lee Kuan Yew, quand il est arrivé à Singapour, il y a 100 ans, ou 80 ans, il a simplement dit aux gens, écoutez, on est dans une mer de noir, il y avait des famines, c'était un pays très pauvre. Il a dit, on est dans une mer de noir, vous avez la liberté économique totale, la liberté sociale, d'accord, mais il ne faut pas déconner, quoi. Pas de drogue, sinon on vous liquide. Et la liberté politique, on se voit dans 50 ans, parce que j'ai pas autre chose à foutre que m'occuper des campagnes la semaine prochaine. Et vous pouvez dire aujourd'hui que le régime chinois, c'est le régime de Lee Kuan Yew. C'est-à-dire c'est un régime qui est profondément confucéen, qui n'a rien à voir avec, donc, l'empereur, vous le respectez, vous l'emmerdez pas, et l'empereur vous laisse les droits de propriété, la famille, etc. Le seul endroit où ça coince un peu, c'est la religion, parce que pour les Chinois, la religion, surtout la religion chrétienne, c'est une façon de faire rentrer quelque chose en Chine qui n'est pas chinois. Donc c'est pas, ils n'ont rien contre la religion chrétienne, c'est que le fait que ce ne soit pas chinois, quoi. Le Christ serait venu en Chine, ils n'auraient aucun problème. Donc c'est vraiment Aujourd'hui, vous avez des régimes autoritaires qui dans le monde, la Russie, etc., qui s'opposent à des régimes mafieux. Et les régimes mafieux, c'est nous. Et qu'on nous présente, nous, comme étant les défenseurs de la démocratie. Alors que, si vous trouvez qu'on vit dans un pays démocratique, donc aujourd'hui, on a nos systèmes politiques qui servent à traire les économies au profit d'une classe qui s'enrichit de façon épouvantable, mais en nous détruisant. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, m'en fous, mais je dis, ce qu'il y a de certain, c'est que la façon dont ils nous gèrent n'est pas durable. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches deviennent de plus en plus riches, et ça se terminera mal. C'est tout. Et comment juste décrire le système aujourd'hui qu'on observe avec les fonds d'investissement comme BlackRock, qui mettent en place des grilles de notation qui sont plus du tout liées à la productivité de l'entreprise, mais liées à des objectifs purement sociaux des notes RSE. Ça fait partie du gouvernement mondial. C'est-à-dire que, vous savez, parce que tu vas dire aux gens, c'est si vous voulez gagner de l'argent, vous achetez les tabacs, les pétroles, tous les trucs qu'on vous interdit, vous faites un beau portefeuille de ça, et vous allez gagner de l'argent gros comme vous. Mais si vous le faites pour vous, c'est très bien. Mais si vous êtes dans une grande caisse de retraite, on vous l'interdit de le faire. Et donc, on met en danger, pour des objets soi-disant politiques, la retraite des gens dans 30 ans, puisqu'on ne va pas faire la rentabilité qu'il faut. C'est pour ça que je viens d'écrire un deuxième bouquin, qui est pour apprendre aux gens à gérer leur propre épargne, pour surtout pas être tenus par toutes ces conneries. C'est effrayant. Vous savez qu'aujourd'hui, les caisses d'assurance, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, etc., doivent avoir leurs réserves en obligation de l'État français. C'est-à-dire
comme l'État français va sauter, elles vont toutes sauter, on va se retrouver sans retraite et sans assurance. C'est de la folie. Il faut privatiser les caisses de retraite. Il faut surtout il faut surtout dire à chacun des Français, démerdez-vous, mais faites votre retraite vous-même, parce que si vous pensez que c'est l'État qui vous la faire, vous vous gourrez. Hein. Et on avait un autre point qui rime un peu avec ça. C'est la partie au final vers laquelle nous emmène la partie RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et ça, c'est une connerie. De plus en plus, on nous pousse. Il y a une sorte d'idéologie qui s'est placée dans tout l'Occident, qui est la décroissance. Qu'on le veuille ou non, j'ai l'impression qu'on est tous là-dedans, à part la Chine et les autres pays qui vous pouvez dire, si vous allez en Inde et que vous parlez de décroissance, ils s'écroulent de rire, parce qu'ils sont à 8 ou 10% par an en ce moment. Pour la première fois de leur histoire, à cause de cette guerre stupide entre l'Ukraine et la Russie, ils reçoivent toute leur matière première de la Russie par des couloirs nord-sud qu'ils ont ouverts, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus de contraintes du commerce extérieur parce qu'ils payent leur matière première en roupies. Et donc il va y avoir un boom dans l'océan Indien gigantesque. Ce boom va probablement être financé en partie par la Chine avec les biens capitaux. Donc, ce qui va se passer dans l'océan Indien et là-bas dans l'Est, il va y avoir une croissance inouïe. Et nous, on va se retrouver dans la situation de Venise quand tout est passé dans l'Atlantique. Des bronze-culs qu'on viendra visiter parce qu'ils ont fait des beaux bâtiments quand ils étaient intelligents. Quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir de l'histoire. Maintenant, à l'évidence, on est un pays de bronze-cul qui sert à rien, quoi. Mais donc, selon vous, c'est bien quelque chose de choisi. C'est pas une fatalité, comme on essaye de nous le marteler. Non, c'est absolument pas une fatalité, parce que, par exemple, pour une raison très simple, vous prenez un certain nombre de très grandes entreprises françaises, industrielles, comme Air Liquide, comme Schneider, comme toutes ces grandes entreprises, elles n'ont plus une usine en France. Elles sont cotées à Paris, mais elles n'ont plus une usine en France, mais elles, s'il y a un boom en Inde, elles vont bénéficier de ça comme des malades. Donc, il y a des Français avec de l'argent, qui se sont mis, comme j'imagine qu'il y a des armateurs vénitiens, qui sont partis à Amsterdam aux alentours de 1530, en disant, bon, mais c'est là que ça va se passer, j'ai pas de raison à rester à Venise, quoi. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on est gouverné par des gars qui n'ont pas la moindre idée ni de l'histoire, ni de la durée, ni de l'évolution des choses. Si vous voulez, si on choisit que des crétins, on a des résultats qui sont pas très intelligents, quoi. Je sais pas. Mais encore une fois, moi je passe pas de jugement. Je dis, ça fait. Vous regardez les présidents de la République qu'on a eu depuis De Gaulle, dont on pourrait discuter, qui étaient discutables d'ailleurs, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Et avec Hollande, on croyait qu'on avait touché le plus bas, parce que chacun est pire que le précédent. Et on n'y est pas, donc il creuse encore. Donc je me dis, mais je comprends pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tentative vraiment consciente avec cette mouvance décroissantiste de passer à une sorte d'économie de la rareté qui justifie le contrôle de plus en plus des ressources? Sûr, mais tout à fait. Mais ce que je me tue à dire aux gens, c'est que le rêve de tous ces hommes au pouvoir là-haut, c'est le ticket de rationnement. Parce que c'est eux qui distribueront les rationnements. Donc ce sera le plus important. Il n'y a rien de plus emmerdant qu'un entrepreneur qui, d'un seul coup, gagne 10 fois plus que le fonctionnaire de base et a toutes les jolies femmes à ses pieds. Tandis que là, si on a le ticket de rationnement, à ce moment-là, les jolies femmes, elles sont obligées de venir vous voir. C'est toujours pareil. Le but dans la vie, c'est quand même d'avoir une jolie femme qui se roule à vos pieds, quoi. Non. Bien d'accord là-dessus. Et c'est de plus en plus difficile, je peux vous dire, mon pauvre garçon. Je confirme. Et c'est vrai que pour un Français, ça devient compliqué. On se dit qu'est-ce qu'on va faire? Mais pas tellement, parce que vous savez, par exemple, j'ai vécu à Hong Kong 10 ans. Quand je vivais à Hong Kong il y a une dizaine d'années, ou 15 ans, il y avait 5000 Français. Maintenant, il y en a 20 000. Il y a plus de Français à Hong Kong qu'il n'y a d'Anglais. Donc il faut se barrer, c'est ça? C'est ce que vous présagez? Non, si vous êtes extraordinairement bien formé, vous allez à Miami, il n'y a que des Gaulois. Vous allez dans la City à Londres, sur les marchés obligataires, il n'y a que des Gaulois. Vous allez dans la Silicon Valley, vous avez que des Gaulois qui sont des ingénieurs de très grande qualité et tout. Donc, il faut faire comme... vous savez, il y a une histoire qui est vraie. Il y a un bouquin splendide qui avait été écrit, c'est quand les Juifs ont été virés d'Espagne en 1492,
il y en a beaucoup qui se sont barrés à Amsterdam ou à Constantinople, ils sont revenus après Amsterdam. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux? C'est qu'ils ont créé des bateaux corsaires qui allaient se payer les galions espagnols qui revenaient chargés d'or. Donc, la plus grosse partie, si vous voulez, il y avait toute une série, ça s'appelle les pirates les pirates juifs des Caraïbes, c'est un mot. Donc, vous voyez que, et ils ont créé d'une certaine façon New York, c'était Amsterdam, puis c'est devenu New York, et ils se sont fait virer d'Espagne, mais les Espagnols l'ont payé 20 fois le prix, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rien ne vous interdit d'être un corsaire. Vous n'avez pas besoin de rester un marin de la Royale en France et d'obéir à ces cons-là. Vous pouvez partir, avec ces instruments, vous pouvez être parti sans être parti, vous pouvez travailler à partir d'ici. Donc, les structures administratives aujourd'hui ne sont plus du tout des structures pyramidales. Il y a un chef, et puis un sous-chef, et puis des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est des espèces d'amibes qui bougent comme ça un peu. Et donc, aujourd'hui, les structures de production de richesse sont complètement informes. Vous avez quasiment personne entre le patron, ou très peu de gens entre le patron et le gars qui programmera. Il y a 3 ou 4 gars, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que et la structure et la nouvelle forme de communication, vous pouvez travailler en France très bien, sans y être. C'est exactement ça. Nous, on est frontalier suisse, on essaie de faire un peu d'arbitrage. Ouais, c'est très bien. Vous allez acheter votre viande en France et vous la vendez en Suisse. Il ne faudra pas le dire à la police. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup penser un peu au livre de Ayn Rand, Atlas Shrugged. C'est incroyable. Et en fait, la France, c'est Ayn Rand. Hein. C'est ça. C'est à mourir de rire. Enfin, mourir de rire, c'est mourir de désespoir, oui. Mais enfin, ce qu'elle raconte, c'est exactement ce qui se passe en France. Mais donc, parce que dans le livre, toutes les infrastructures en fait commencent à tomber en ruine, le gouvernement détruit tout. C'est un peu le cas en France. Regardez la façon dont il détruit l'éducation nationale. En reste, pendant 25 ans, ils nous ont fait une fabrique de crétins. Mais ils finissent par essayer de fonder, via l'initiative de John Galt, une Atlantide. L'Atlantide, et en fait, ça va être partout, c'est ça, c'est le cyberespace maintenant. L'Atlantide, c'est la cyberespace. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les Rocheuses. Vous pouvez être dans votre la cave chez vos parents et puis vous faites des trucs passionnants, quoi. Avec notre monnaie Bitcoin, donc. Vous pouvez aussi avoir votre monnaie Bitcoin. Eux, ils se mettaient dans les talents or, mais vous pouvez vous mettre dans le Bitcoin. C'est une bonne comparaison. Ok. Bon, c'est rassurant. On part dans la bonne direction, alors. Non, mais c'est une société qui vous permet d'être un électron libre. Alors que quand j'avais votre âge, c'était beaucoup plus difficile parce que si vous n'étiez pas dans une structure, vous pouvez toujours vous brosser, c'était pas facile. Hein. Parce qu'aujourd'hui, facile. C'est vrai que la situation de la France se détériore rapidement. Et il y avait un point notamment qui était vraiment parlant dans un de vos articles. On n'a plus le nom exact, mais c'était sur le multiplicateur keynésien. Ah bah oui, qui est en train de devenir négatif. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que déjà, qu'est-ce que le multiplicateur keynésien? Et ça veut dire quoi quand il passe négatif? Alors, le multiplicateur, c'est une vieille histoire du keynésianisme. Au début, c'est comme il y a, à la fin, pendant une dépression, il y a une absence de demande pour des raisons X, Y, ou Z. Donc, si l'État crée une demande artificielle, par exemple, en dépensant de l'argent qu'il n'a pas, en faisant faire ce que disait Keynes, vous faites faire des trous à des gars le matin qui les reboucheront l'après-midi, mais vous les payez pour ça, quoi. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée, mais vous mettez de l'argent dans le système. À ce moment-là, cet argent recommence à circuler, et vous pouvez penser que vous avez emprunté, mais au bout de 2 ou 3 ans, une fois que les gens ont repris confiance, l'augmentation du PIB sera plus forte que votre augmentation de la dette. C'est-à-dire que la dette, en quelque sorte, vous empruntez 1, puis vous attendez 10 ans, et cette dette, le PIB est devenu 3, donc vous remboursez la dette facilement, etc. Et si vous rapprochez ça de la courbe de l'affaire, ça veut dire qu'au début, quand l'État intervient, l'efficacité marginale est de plus en plus forte. Puis à partir du moment où vous touchez une espèce de tangente comme ça devient de moins en moins fort. Puis à partir d'un moment, ça sert plus à rien, en fait, c'est à zéro. Et si vous continuez à ce moment-là, la richesse que vous créez devient plus faible que la dette que vous avez créée. Et à ce moment-là, c'est là où la trappe à dette se met en route et vous êtes ruiné en l'espace de 5 ou 10 ans. Et la France est aujourd'hui dans une trappe à dette monstrueuse où elle emprunte 100 et elle crée 10. Donc tant que 3 ans ou 4 ans après, tant que le PIB augmente plus vite que la dette, vous avez un multiplicateur positif, puis devient à 0, ça c'était dans les années 2000 à peu près,
Puis depuis la grande crise financière, il est devenu négatif. C'est-à-dire que plus vous mettez de dette, moins vous croissez. Et on a passé ça y est, on a passé le cap, quoi. Donc on sait que maintenant, plus ils empruntent, plus on se viande. Ouais. Et vous aviez aussi mentionné par un moment, et vous avez même, il me semble, qualifié dans un article le PIB d'ânerie économique. C'est une imbécilité. En quoi le PIB est une mauvaise calcul de la richesse et comment on calcule la richesse en fait? Voilà, d'abord, ça veut dire que vous êtes capable de calculer la valeur. Donc, si vous êtes un entrepreneur, vous avez des ventes, dont vous retirez vos coûts, tous les coûts, et puis à la fin, vous avez un profit. Et alors, bon, c'est très bien. Ça, c'est dans le secteur privé. Mais alors, on dit, la question que ces couillons d'économistes se sont posées, c'est quelle est la valeur créée par l'État? C'est pas une question bien intéressante, parce qu'on ne sait pas calculer la valeur d'un professeur, la valeur ajoutée, etc. On ne sait pas. Donc ils ont dit, alors on va faire l'hypothèse que la valeur créée par l'État, c'est les salaires que paye l'État. Donc, ça veut dire que maintenant, vous avez le secteur privé, c'est les ventes moins les coûts plus les profits, égale les profits. Et le secteur public, c'est les ventes plus les coûts, égale le profit. Vous dites, vous déconnez ou quoi? Donc ça veut dire que l'État n'est plus considéré comme un coût, mais comme un créateur de valeur. Normalement, vous devrez prendre la création de valeur du secteur privé, moins le coût de l'État, égale la valeur qu'a créée la société. Non, là, vous rajoutez le coût de l'État en disant finalement l'État, c'est une bonne chose. Ce qui fait que si vous embauchez 200 000 fonctionnaires, le PIB va monter, et vous pourrez dire fièrement aux Français, je vous ai protégé contre une récession. C'est ce qu'a fait ce couillon de Sarkozy. Il n'en a pas raté une, celui-là. Décidément. C'est un gros incompétent, comme c'est tout. Un de plus. Et pour terminer, on voulait quand même finir sur quelque chose d'un petit peu plus pratique. Aujourd'hui, avant de partir sur des conseils, vous avez écrit un livre, Cessez de vous faire avoir. Vous avez ouvert l'université de l'épargne pour expliquer aux gens comment se protéger les pauvres. Mais justement, comment est-ce qu'on fait? Comment ça se fait qu'on en arrive là, à qu'il y ait des personnes comme vous qui doivent prendre en main, essayer d'expliquer, de faire de l'éducation? Parce qu'au final, aujourd'hui, un Français n'a plus le droit d'épargner déjà sur son compte courant. Il a d'abord sur son compte courant, il perd parce que entre les impôts, les trucs, la CSG, les machins, il en prend plein la gueule et s'il ne peut pas. Et donc c'est un vrai scandale. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'au début de la croissance, il y a l'épargne. La façon dont un système fonctionne, c'est que vous avez de l'épargne qui est là, de petites fourmis industrieuses. Elles sont toutes là. Et puis, le grand problème, c'est comment vous transformez cette épargne, qui ne veut pas perdre, en capital productif, qui permettra la croissance. Donc, au 19e, etc., il y a les banquiers d'affaires qui sont arrivés, qui garantissaient l'épargne à gauche, puis qui la distribuaient à droite et qui prenaient leur com, et ça a permis la croissance. Et sur le long terme, tous les économistes savent que l'épargne est égale à l'investissement. Donc, aujourd'hui, le but du keynésianisme, c'est d'arriver à l'euthanasie du rentier. Donc, empêcher les rentiers. Ces crétins de keynésiens pensent que la consommation est à l'origine de la croissance. Ce qui est à l'origine de la croissance, c'est l'épargne, qui permet l'investissement, qui permet l'approfondissement capitalistique, qui permet la hausse de la productivité, qui permet la hausse du niveau de vie. Si vous arrêtez l'épargne, c'est ce qu'on fait en France avec beaucoup de talent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y a plus d'épargne, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de productivité. Les riches empruntent un argent qui ne vaut rien pour acheter des actifs, ils deviennent de plus en plus riches, soi-disant. Et les pauvres, comme il n'y a plus de gain de productivité, ils deviennent de plus en plus pauvres, et à la fin, il y a une guerre civile. Donc si vous voulez, aujourd'hui, la France est gouvernée depuis 40 ans contre les entrepreneurs et contre les épargnants. Mais systématiquement, presque philosophiquement. Et en faveur des rentiers, c'est-à-dire des fonctionnaires. Et des cantillionnaires. Oui. Et voilà, mais est-ce que vous voulez que je dise, moi, et on a les résultats qu'on a à chaque fois. C'est le Venezuela, c'est l'Argentine, c'est le Cuba. C'est pas comme si on n'avait pas essayé. Oui, et du coup, selon vous, comment aujourd'hui un Français normal, pas quelqu'un de très... Comment est-ce qu'on se prend en main? Quelles sont les choses peut-être à éviter? Vous essayez de vous occuper des gens autour de vous. La solidarité la plus proche. Vous essayez de monter des réseaux de solidarité, si j'ose dire, dans votre village, etc. Je vois les pauvres paysans, ils en prennent plein la gueule en ce moment partout en France. Et la seule façon de les aider, c'est si le boucher du coin leur permet de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est une espèce de solidarité qu'il y avait dans les villages autrefois. Et puis, ce qu'il faut faire, si vous voulez, c'est ce que je dis aux gens, honnêtement. Si vous avez des enfants, vous êtes mariés, vous avez des enfants, etc., vous devez vous barrer.
À ce moment-là, parce que si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas les mettre dans un pays qui n'a pas d'avenir. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez bagarrer tant que vous êtes jeune. Vous revenir avec moi tant que quand je suis vieux, parce que moi je m'en fous, c'est fait. Mais sinon, si vous voulez, si vous avez des enfants, vous devez mettre vos enfants à un endroit où ils seront en capacité de se développer. Aujourd'hui, si vous voulez, entre les écoles, etc., les pauvres gamins, ils ont en fait des crétins, quoi. Vous avez vu ce qui s'est passé dans cette école en France, où il y a une dame qui disait que la maîtresse disait que les chats voyaient la nuit. Vous la connaissez celle-là? Vous l'avez pas vue? Les chats voyaient la nuit, etc. Il y a un petit gamin de 5 ans qui était là, qui dit oui, ils sont nyctalopes. Et la maîtresse l'a viré, l'a amené chez le directeur, nyctalope. Elle pensait que c'était un gros mot, quoi. Il y a encore pas longtemps, je pensais aussi, et puis on m'a expliqué. Non, mais je veux dire, c'est extraordinaire qu'une maîtresse ne sache pas ce que ça veut dire nyctalope, quoi. Ouais, c'est terrible. Ça veut dire qu'il voit la nuit, mais enfin. Et elle pensait que c'était nique ta mère, quoi. C'était. Non, mais c'est de niveau est-ce qu'une femme comme ça soit maîtresse? Ça en dit long. Ça en dit long. Et qu'elle engueule le pauvre gamin qui, lui, était compétent. Donc, c'est cette espèce de poussée vers le bas qu'on nous met, c'est extraordinaire. Pourquoi veut-on transformer la France en pays de crétins? Je ne sais pas. Et peut-être pour faire presque une conclusion, mais face à ça, on a vu un peu la situation de l'Europe, de l'Occident, aussi de ce qui se passe en Chine. Et est-ce qu'au final, les démocraties, bien qu'on leur voue un culte en Occident, est-ce qu'au fur et à mesure, elles ne sont pas tendent pas vers le socialisme tout le temps? Il faut revenir au système suisse. C'est-à-dire que les démocraties représentatives ont été créées quand il fallait 15 jours pour aller d'Édimbourg à Londres, quoi, ce que je veux dire. Donc on a élu un gars, puis ensuite c'est devenu une classe professionnelle qui est devenue corrompue, qui a été achetée par les grandes sociétés, etc. Donc on n'est plus du tout en démocratie. Donc ce qu'il faut, si on veut s'en sortir, c'est redonner la parole au peuple, ce qui se peut faire que par le référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire se débarrasser et rendre les fonctionnaires inéligibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit ils ont le droit de se présenter, mais s'ils se présentent, ils abandonnent la fonction publique pour toujours. Ils ne peuvent pas retourner. On ne peut pas être à la fois fonctionnaire et politique. Hein. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas appliquer une politique et la faire en même temps. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas aller vers moins de démocratie. Ce qu'on choisit un certain nombre de pays comme la Chine, c'est choisir plus de démocratie, rendre la parole au peuple, et ça marcherait. Et ça nous enlèverait tous nos problèmes. Ok, donc plus de décentralisation. Les décisions prises à l'échelle locale. En Suisse, je crois que c'est les cantons qui payent les professeurs, qui vérifient qu'ils sont de bonne qualité, les familles s'en occupent. Okay. Plus la décision est proche de l'utilisateur, mieux ça vaut. Et donc, vous, président, ça serait quoi la première chose que vous feriez au pouvoir? La première chose que je ferais, c'est que je referais un référendum pour rendre les fonctionnaires inéligibles. Et la deuxième que je ferais, ce serait de donner un référendum d'initiative populaire et donnant l'initiative du référendum au peuple. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir exécutif en France a le monopole de l'ordre du jour sur le Parlement. C'est-à-dire que le Parlement ne peut pas parler de ce qui l'intéresse. Il est obligé de parler de ce qui intéresse le gouvernement. Donc c'est le peuple qui dirait voilà ce qui nous intéresse. Par exemple, on ne peut pas avoir plus d'une retraite de l'État. Il y a des gars qui ont 14 retraites de l'État. Donc, il me semble qu'une fois qu'on a travaillé pour le gouvernement du début à la fin de sa vie, on n'a qu'une retraite. On n'en a pas besoin de 14. Sinon, on pourrait travailler dans 15 entreprises et avoir 15 retraites différentes aussi. Ça serait cool aussi. Mais ça, si vous avez créé des entreprises et que vous avez créé de la valeur et que vous êtes propriétaire, faites ce que vous voulez. Mais là, c'est de nos impôts. Ouais. C'est pas des profits, c'est des impôts. Ils m'enlèvent de l'argent, quoi. Et la sécession, offrir la possibilité à des gens qui se regroupent de pouvoir quitter le navire, est-ce que c'est... Non, c'est pas possible parce que c'est pas possible parce que vous êtes une vieille nation et tout, puis il y a des trucs qui tiennent. Non, c'est pas possible. C'est le Luxembourg, par exemple, qui a mis en place cette loi, que personne n'a encore osé appliquer. Appliquer dans le fait de faire sécession, parce que déjà le pays est petit et tout le monde est très riche là-bas. Oui, mais on a l'impression que c'est le stade terminal d'un pays qui est vraiment libéral et qui veut laisser faire. Si vous n'êtes pas d'accord dans un pays, s'il y a une majorité, encore une fois, les Suisses qui ne sont pas d'accord avec le système suisse, ils s'en vont, quoi. L'unique façon de faire sécession, sans la violence, c'est de prendre vos pieds, de marcher à pied, de sortir du pays, quoi. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui se plaignent de la France, je leur dis, mais si elle ne vous plaît pas, ce pays, mais allez-vous-en.
Vous n'êtes pas forcé d'y rester. Mais qu'est-ce qu'on dit alors aux fermiers et tout, en fait, les personnes qui subissent le plus la situation française? Ce que vous leur dites aujourd'hui, c'est qu'on est gouverné par des gens qui sont des crapules, et que, par exemple, quand vous êtes un gouvernement, vous devez avoir la rentabilité des affaires la plus forte possible dans le domaine concurrentiel, mais qu'il faut aussi que votre nation soit la moins fragile possible, c'est-à-dire ce qui est énergie et ce qui est bouffe, c'est-à-dire les Suisses ont très bien compris, ça reste sous le contrôle de la Suisse. S'il n'y a pas d'histoire de faire rentrer des machins qui arrivent d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud avec... Donc, le libéralisme, c'est très bien, sauf, par exemple, si vous apportez des médicaments et vous vous rendez compte pendant la crise du Covid que tous les principes des médicaments sont faits en Inde ou en Chine, et s'il n'y a plus d'avions ou plus de bateaux, on n'a plus de médicaments en Europe parce que toutes les usines sont là-bas. Ça, c'est très con, ça rend une société extraordinairement fragile. Donc le rôle du gouvernement, c'est pas de faire la société qui gagne le plus d'argent, c'est de faire la société qui est la moins fragile. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'on me dit que le gouverner une nation, c'est comme de gouverner un business. Je dis, vous déconnez ou quoi? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le libre-échange, c'est très bien, je suis tout à fait favorable, mais pas dans les endroits. Par exemple, nous, on avait bâti un très joli monopole d'EDF, qui nous avait coûté la peau des fesses en français. Pourquoi on en a donné les fruits aux autres Européens? J'ai jamais compris pourquoi. À perte. Ça a ruiné EDF. C'est complètement con. Ou les routes qu'on a payées, qu'on a financées, qu'on cède à Vinci. Oui, mais ça m'est égal qu'il les cède à Vinci. Pour une raison très simple, c'est que c'est facile de calculer la valorisation d'une route, le nombre de voitures qui passent, combien elle paye, vous faites un taux de l'intérêt 4. Si Vinci a acheté plus cher la route qu'elle ne vaut parce qu'il y a, compte tenu des nombres des voitures qui parlent, c'est son problème. Je voudrais savoir à quel prix ils l'ont acheté et comment ils ont fait le prix. Mais le fait qu'on vende des routes à Vinci, ça ne me gêne pas du tout, ça. Ce qui m'intéresse, c'est à quel prix Vinci l'a-t-il acheté. Est-ce que c'est une valeur actualisée, des passages ou pas? Facile à voir. D'accord. Et avant de conclure, hormis vos livres dont on mettra les liens, est-ce que vous avez des recommandations de lecture? J'aimerais vous offrir l'opportunité de découvrir, d'étudier et même d'approfondir vos intuitions sur Bitcoin comme je l'ai fait il y a plusieurs années, notamment avec les livres de Saïdine Amous, comme l'étalon Bitcoin ou l'étalon Fiat. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo n'est rien d'autre que Consensus Network, la maison d'édition qui fait la traduction de ces mêmes livres. Mais ce n'est pas tout. Ils éditent également des livres d'auteurs français comme Pierre Noisa avec son livre L'énergie, la face cachée de la monnaie ou l'excellent L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars que je vous recommande absolument. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas et foncez acheter vos premiers livres sur Bitcoin si vous n'en avez encore jamais acheté ou continuez vos apprentissages avec les livres de Consensus. Mais ça peut aussi être une super bonne idée de cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui dans votre entourage. Pour la petite anecdote, j'ai moi-même offert des livres Consensus à mon père et même à des collègues pour leur faire découvrir Bitcoin, parce que je savais que tout simplement je ne serais pas capable d'expliquer Bitcoin et tous les concepts qui l'entourent aussi bien que les nombreux auteurs qui sont présents chez Consensus. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à la boutique, c'est un lien affilié qui nous permettra de toucher une petite commission, ça permet de soutenir la chaîne, et si vous l'utilisez avec le code HowToBitcoin, vous profiterez de moins 10% sur l'ensemble des livres de la boutique. Merci à Consensus de nous faire confiance, et moi je vous laisse avec la vidéo. Alors oui, j'en fais toujours, si vous voulez. Il y a quelques bouquins qui m'ont extraordinairement influencé. C'est Du pouvoir de Bertrand Jouvenel, qui était un truc, justement, sur une espèce de réflexion sur la croissance inarrêtable qu'il appelle le Moloch, le pouvoir public, si vous voulez, qui croise, qui finissent par étouffer tout le monde. Donc c'est un bouquin merveilleux. Si vous voulez réfléchir en termes historiques, vous pouvez lire A Study of History de Arnold Toynbee, qui est une espèce de réflexion sur les liaisons qu'il y a entre les civilisations et les religions. A Study of History, Toynbee. Arnold Toynbee, il a écrit ça dans les années 30, il avait été très impressionné par le massacre de 14-18. C'est une façon de réfléchir sur, si vous voulez, comment les religions font le passage entre les civilisations. Si vous voulez, une civilisation disparaît, puis il y a une religion qui l'amène jusqu'à la suivante. C'est très intéressant. Et puis, qu'est-ce que vous avez encore? Vous pouvez lire... Ayn Rand, qui rigolote, là, il y a j'ai vu Satan tomber comme l'éclair de René Girard, qui est un livre très étonnant sur ce qu'est le christianisme, c'est très intéressant. Il y en a quelques-uns comme ça, si vous voulez, c'est la route de la servitude, qui est bien aussi. Oui, qu'on recommande quasiment à chaque fois. J'aime bien. Et peut-être pour conclure sur le sujet, peut-être Capitalisme, Socialisme et Démocratie de Schumpeter. C'est bien, alors Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Schumpeter, c'est
C'est très bien. Mais les 150 premières pages, Sur Marx, oui. sur Marx, c'est une réflexion sur la sociologie marxiste. Et Vous pouvez les passer. Vous pouvez les passer. C'est comme le Seigneur des Anneaux. Vous lisez pas les 150 premières pages, puis quand il commence à se balader, à partir avec l'anneau, là, vous commencez à lire, ça devient intéressant. C'est vrai, je les ai lus, c'était un peu long. Et vous comprenez pas très bien où veut en venir, mais il voulait se payer le marxisme. Donc ça, c'est bien, oui. Capitalisme, socialisme, démocratie, c'est bien. Sinon, il y a quelque chose qui peut intéresser les gens, c'est Schumpeter, il a jamais terminé, mais une espèce d'histoire des idées de la pensée économique en 3 volumes qui ont été traduits, qui ont été retravaillés par Raymond Barre à l'époque, etc. Et c'est très intéressant parce que ça vous apprend. Si vous voulez lire, vous savez, quand vous allez vous endormir le soir, vous voulez lire 10 pages d'un truc, donc vous apprenez des trucs comme ça. Vous le lisez au hasard, quoi. C'est une encyclopédie. Oui, c'est parce qu'il avait cette intelligence extraordinaire qui lui permettait de voir ce qu'il y avait de nouveau dans une pensée qui émergeait au XVIIe siècle, qui était peut-être fausse, mais qui allait changer, ce qui allait se passer un siècle plus tard. Donc, je veux dire, il avait cette façon de... Donc, il disait pas c'est faux, parce qu'on avait prouvé après que c'était faux, mais ça avait quand même... Donc, c'est une façon extraordinaire de penser qui... Schumpeter, c'est très étonnant. Comme je suis d'accord. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller vous procurer les livres de Charles. Je pense que tout le monde connaît l'Institut des Libertés, mais n'hésitez pas à y faire un tour. On y apprend des choses. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos.